Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'Accès Direct pour 45 minutes de découverte et d'actualité sur 8 Mont-Blanc. Il est 18h, nous sommes le mardi 16 octobre. Nous parlerons politique avec Christian Monteil, le président du conseil départemental de Haute-Savoie dans un instant. Il tire un premier bilan de son action à mi-mandat, un mandat qui sera son dernier. Il me rejoint dans quelques minutes. Je reçois ensuite un passionné, un collectionneur d'art qui a fait le choix de partager sa passion. Jean-Marc et Claudine Salomon ont créé la Fondation pour l'art contemporain en 2001. Il viendra nous parler de son engagement et des prochains temps forts de la Fondation. Enfin, j'accueillerai sur ce plateau Jimmy Maître, popoteur créateur. Il a imaginé Popot Minute, le premier repas drive installé à Saint-Martin de Bellevue. Mais avant, comme chaque soir, salut Seb. On attaque avec les titres du JT et nous reviendrons, on en reparlera d'ailleurs également avec Christian Monteil. Nous reviendrons sur la situation des mineurs étrangers isolés en Haute-Savoie. Oui, un reportage donc de Jean-Paul Crespy sur le nécessaire travail du collectif Solidarité Migrants Annecy qui vient en aide aux mineurs isolés en Haute-Savoie, Annecy. Ça consiste, c'est une trentaine de familles qui les accueillent chez elles le week-end, la semaine ou les vacances et qui leur fournit des vêtements et aussi des vivres. Et puis un parcours photo en pleine nature. Oui, du côté de Caige en Savoie, pour découvrir ce parcours photo assez original. Plusieurs photos grandeur nature sont exposées sur plusieurs sites hydroélectriques à travers le Beaufortin et le Val d'Arly. On verra ça avec Victoria. On passe à la revue de presse et on commence avec la fête des Allobroges qui va devoir quitter Chambéry. Oui, elle déménage, la fête des Allobroges. Elle n'aura pas lieu comme d'habitude au phare à Chambéry, mais plutôt à l'espace François Mitterrand de Montmélian. À l'origine de ce changement, le devis proposé par Savoie Expo au Parti communiste français, organisateur de la manifestation. Un devis qui s'élève à 32 000 € au lieu des 700 € les années précédentes. Alors on explique cette différence par le fait que la concession de service a changé de main. Donc rendez-vous le 27 et le 28 octobre prochain pour la petite fête de Numa du côté de Montmélian. Et puis une petite vidéo pour continuer. Oui, Pas si différent, c'est le titre d'une chanson interprétée par un groupe d'adultes originaires de Savoie en situation de handicap. Le projet est né en septembre 2017 à Saint-Martin-sur-la-Chambre où ce petit groupe participait à un atelier sur la différence. On écoute un extrait. Commençons déjà tout petit à s'aimer comme on est, malgré notre différence. Ne nous fermez pas la porte au nez. Malgré notre handicap, nous avons le droit de vivre, de respirer, comme vous, la même mère. Ce clip à découvrir sur YouTube. On passe à ta sélection, Fanette, on commence avec un message poignant de la veuve du trailer tué en 2015. On revient sur l'accident de chasse de Montréal de samedi. Voilà, c'est une lettre qui a trouvé un bel écho sur Facebook. Elle est signée de Mélanie Lavie-Guédon. Tu l'as dit, c'est la veuve du trailer qui avait été tué en 2015 dans le Semnoz. Elle a décidé de prendre la plume et de s'exprimer directement à l'attention du président de la République. Je la cite. « Depuis notre accident, certaines mesures de sécurité complémentaires ont été prises. Force est de constater que ces mesures sont loin d'être suffisantes. La chasse doit être pratiquée par des personnes qui sont en mesure de pratiquer ces activités avec des règles strictes et un encadrement strict. Combien de morts faudra-t-il pour que vous décidiez de mettre des vraies mesures en place ?» Et elle conclut, « Monsieur le Président, Monsieur les présidents des fédérations départementales, Messieurs les chasseurs, je vous pose la question. Prenez quelques minutes pour y réfléchir. » Elle a été très relayée, cette lettre. Plus de 15 000 réactions et commentaires, plus de 25 000 partages sur le réseau social. Donc, et on sait qu'il y a aussi des pétitions qui tournent, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et puis un autre sujet dont on parle souvent, on n'a pas fini d'en parler, les pneus neige bientôt obligatoires en montagne. Voilà, c'est un décret qui devient bientôt paraître et rendre obligatoire donc les pneus neige. 46 départements français sont concernés, donc tu t'en doutes, nos pays de Savoie. Donc il serait obligatoire entre le 1er novembre et le 31 mars à partir de l'hiver 2019-2020. Alors l'obligation ne sera pas généralisée à l'ensemble du département, mais ne concernera que certaines communes ou plus probablement des zones identifiées. Donc je pense que nos vallées alpines seront concernées. Afin d'en dresser la liste, les maires seront consultés avant son entrée en vigueur le 1er novembre 2019. Donc ça nous laisse un an pour s'équiper.
Voilà. Merci Seb, on Merci, se retrouve Fanette. tout à l'heure pour le JT. J'accueille maintenant mon premier invité. Je reçois Christian Monteil, le président du conseil départemental de Haute-Savoie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau d'Accès Direct. Alors vous l'avez entendu dans les titres du JT, Jean-Paul Crespi nous propose un point sur l'accompagnement des mineurs isolés étrangers avec le collectif Solidarité Migrants Annecy. Des mineurs dont le département a l'obligation d'accueil et d'accompagnement. Vous avez à plusieurs reprises alerté l'État, les parlementaires, le Premier ministre récemment, puisqu'il était en Haute-Savoie sur la situation. Vous parlez de saturation. Où en sommes-nous très concrètement aujourd'hui sur la question ? Il y a saturation, ce n'est pas un défaut de cœur ni un défaut d'engagement, mais il y a 3 ans, nous devions nous occuper d'une cinquantaine de mineurs isolés étrangers, qui étaient vraiment mineurs, qui étaient isolés, et que nous traitons dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, ils sont 320, ça représente une somme supérieure à 10 millions d'euros. Nous savons qu'ils ne sont pas majoritairement mineurs, beaucoup sont majeurs, qui sont dans des réseaux organisés et que nous ne pouvons pas assumer à la place du gouvernement les conséquences de cette migration économique. Vous êtes sûr de leur majorité ? Oui, bien évidemment. Et on voudrait l'être davantage encore. On aurait besoin d'avoir un certain nombre de tests pour la révéler. Et nous sommes dans une difficulté à la fois humaine extraordinaire et financière. Nous ne sommes pas les seuls. Beaucoup de départements alertent le gouvernement. Le président de l'Assemblée des départements de France l'a fait. Parce que la Haute-Savoie n'est pas seule concernée par cette problématique ? Bien sûr, la plupart des départements frontaliers sont concernés. Et nous voulons nous occuper des mineurs, des vrais mineurs, des adolescents qui ont moins de 18 ans, forcément. On peut les accompagner, on doit le faire, les former, les alphabétiser, les insérer. Et nous avons envie de faire le travail correctement. On est incapable de traiter 300 personnes qui majoritairement sont des adultes et sont là pour une migration économique. Et ce n'est pas l'objet ni de la responsabilité du département ici en Haute-Savoie comme ailleurs. Donc qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ? On demande, et j'ai passé 1h30 à M. le Préfet aujourd'hui même et ses services, on demande à ce qu'on puisse identifier l'âge véritablement. Il y a des moyens pour le faire. On demande également que les fichiers de la police de l'air et des frontières puissent être connectés pour que nous puissions savoir quelle est l'origine et quel est surtout l'âge de ces individus, moyennant quoi on est prêt à investir des sommes extrêmement importantes, et on le fait déjà, pour accueillir les ressortissants de ce dispositif. Ça pose pas des questions de droit ? Non, ça pose des questions de détection de l'âge. Lorsqu'une personne qui décrète avoir 16 ans en a 25, il faut qu'on puisse savoir si c'est la réalité ou pas. Aujourd'hui, on n'a pas tous les moyens de le faire. On a des dispositifs, il faut que le parquet nous permette de les utiliser. Et à partir de ce moment-là, on a envie de faire des choses. On a envie de les accueillir, de les former, de les informer, de les insérer. On a du travail possible en matière d'apprentissage avec des entreprises. Il y a un vrai travail qualitatif, mais il faut trier la part qui nous concerne et celle qui résulte d'une migration économique qui doit être traitée par le gouvernement et par l'État. Alors, en attendant que la législation évolue, les associations s'inquiètent de voir les délais de prise en charge allongés. Comment vous gérez ça, du coup, au quotidien ? Parce que ça peut être long, le changement de législation. Nous nous inquiétons, nous aussi. On a un délai de 5 jours. Une personne se présente et au bout de 5 jours, on doit avoir les moyens qui nous permettent de détecter s'il est mineur ou non et dans quel dispositif on peut le prendre. Donc, bien sûr, on n'a pas les moyens, les départements n'ont pas les moyens. Il nous faut du contrôle, davantage de contrôle. Et j'insiste sur le sujet. Nous sommes obligés de faire ce qu'on appelle la mise à l'abri. La mise à l'abri, c'est le temps nécessaire pour poser le diagnostic sur l'âge du supposé mineur. Et ensuite, nous mettons en place ces procédures. Et c'est là que nous sommes efficaces et volontaires. Il faut passer par la première phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui complètement démunis. Alors, autre sujet de préoccupation dans un tout autre domaine, la liaison ouest du lac d'Annecy. La concertation commence ce mercredi avec une première réunion publique organisée à Annecy demain soir. Je suppose que vous y serez. Bien sûr. Elle comprend notamment la création du tunnel sous le Semnoz, la nouvelle voie urbaine côté Annecy et la mise en service d'un bus à haut niveau de service avec des parkings relais. Je résume évidemment parce qu'il y a un gros dossier. Le tunnel sous le Semnoz, on le sait, cristallise les oppositions. Il y a eu encore une manifestation ce week-end à Saint-Goriot. Selon l'association, il augmenterait le trafic de 36% entre Sevrier et Saint-Goriot. Vous comprenez ces inquiétudes ?
Oui, je comprends ces inquiétudes. D'ailleurs, c'est vrai que le tunnel sous Semnoz, le bus au niveau de service et le raccordement de la voirie entre le pied du tunnel et la croisée à Sénaux, c'est un ouvrage important. Ce sont plus de 300 millions d'euros qui sont investis. Dont la grosse majorité sur le tunnel. Sous le tunnel, une grosse moitié. Alors je comprends que les gens s'inquiètent. Oui, on va avoir un report de la circulation d'une rive du lac sur l'autre. On aura une diminution de la circulation sur le secteur annécien du lac, une augmentation, c'est vrai, de la circulation sur la partie sud, mais dans tous les cas, on aura des diminutions de temps de déplacement qui sont extrêmement importants. Donc nous allons expliquer, dans le cadre de la concertation qui commence demain soir, mais moi j'aimerais autant qu'elle commence par autre chose que par des panneaux, des pancartes et des oppositions, parce que dans ce cas-là, on peut demander à celles et ceux qui sont pour et qui passent des heures et des heures, à longueur d'année dans les bouchons, d'exprimer leur mécontentement. Voilà. Donc la concertation. D'où la concertation. Voilà, la concertation, c'est fait pour ça. Donc nous nous rendons disponibles, Jean-Luc Rigaud et moi-même, les services, un bureau d'études, avec un contrôle d'un garant, qui sera une garante en l'occurrence, pour que le débat puisse se faire, que l'on puisse écouter les avis favorables, défavorables. Et cette période va nous permettre de rentrer dans la phase d'utilité publique dans quelques mois, à la suite de la concertation. Mais pour vous, c'est un incontournable, ce tunnel. Ah oui, le tunnel et le bus à haut niveau de service sont associés et incontournables. L'un sans l'autre ne marche pas. Il faut pouvoir capter et piéger une partie de la circulation qui est sur la rive du lac à proximité d'Annecy. Et deuxièmement, il faut installer ce bus à haut niveau de service pour que les bus aillent plus vite que la voiture. Lorsqu'il y a des bouchons, il y aura des voies dédiées aux bus à haut niveau de service sur une douzaine de kilomètres. Et donc c'est à partir de cette conjonction d'un tunnel double sens où on pourra faire passer les véhicules, les bus et les poids lourds, sauf le transport des matières dangereuses. Et à partir de ce moment-là, ce bus à haut niveau de service et le tunnel vont nous permettre de retrouver une fluidité dans la circulation dans l'agglomération d'Annecy et au-delà. Parce que le bus, ce que regrettent les associations, c'est qu'il n'est pas entièrement en site propre. Techniquement, ce n'est pas possible ? Il est en site propre sur une bonne partie de la circulation, plus de 10 km. Il y a des endroits où ce n'est pas possible, donc il faut s'organiser. Le bus à haut niveau de service, un bus en site propre, il faut qu'il soit aussi, comment dirais-je, qui respecte un certain nombre de conditions. Donc il y a des espaces qui sont possibles, là c'est facile. Là où c'est impossible, il rejoindra le flux de la circulation sur quelques centaines de mètres. Il reprendra de la vitesse et du temps sur les véhicules aussitôt après. Donc c'est tout ce calcul, tous ces modèles que nous allons présenter dans le cadre de la concertation. La concertation, justement, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? C'est-à-dire, est-ce que c'est un bon à valider pour vous ou est-ce qu'elle va vraiment servir à quelque chose ? Est-ce que l'expression qui sortira de cette concertation sera intégrée au projet final qui sera présenté ensuite pour l'enquête publique ? Oui, elle va servir. Pas pour décider s'il faut le faire ou pas le faire, parce que ça, nous avons notre idée, nous les maîtres d'ouvrage, on peut entendre les gens qui sont défavorables, mais la concertation doit pouvoir nous éclairer sur le mode de connexion de l'entrée du tunnel côté Annecy et sur la jonction avec la croisée à Sénaux. Donc on a plusieurs hypothèses, soit de tranchées urbaines, soit de tranchées semi-couvertes, etc. Donc c'est un vrai sujet où les gens devront s'exprimer. Sur l'implantation et sur le tracé du bus à haut niveau de service et des sites propres, je pense qu'on a des choses à entendre, à écouter aussi. Donc c'est fait pour ça. Et je pense que les réunions, les 4 réunions plénières, plus la réunion sur qui porte sur le schéma de transport de la ville d'Annecy, doivent nous permettre d'abord de rassurer les habitants et puis nous de recueillir un certain nombre d'informations. D'ailleurs, j'en profite pour dire que nous ferons une émission spéciale, un accès direct depuis Sevrier, le 19 novembre prochain, puisque la réunion publique aura lieu à Sevrier. Un mot rapidement sur le désenclavement du Chablais. Ça a été l'un de votre gros chantiers depuis que vous êtes président du conseil départemental. Un avis favorable a été rendu suite à l'enquête publique au début du mois. Est-ce que vous espérez voir le début des travaux avant la fin de votre mandat ? Je l'espère, oui, mais bon, c'est la procédure, encore une fois. Nous avons obtenu un avis favorable de la commission d'enquête. Les dossiers sont partis au ministère des Transports. Donc il y a tout un travail d'auscultation des 10 000 interventions, 6 000 favorables, 3 000 défavorables, de propositions à prendre, de définition de la petite bande dans laquelle la route doit se situer. Et ensuite, la préparation du document d'appel à la candidature.
Donc j'espère qu'en 2021, que l'année 2021 sera l'année de la pose de la première pierre. On va parler de votre bilan de mi-mandat, puisque je l'ai dit en début d'émission, ce sera votre dernier. Il vous reste encore quelques années. Sur les dernières années, là, on vous a beaucoup entendu défendre le rôle de l'échelon départemental, puisqu'il y a eu la réforme de la loi, de la réforme territoriale, etc. Vous êtes intimement convaincu du rôle des départements alors qu'on fusionne communes, intercommunalités. Le département a encore sa place aujourd'hui, demain, dans 20 ans? J'allais dire aujourd'hui plus que jamais. Plus que jamais par rapport à un sujet que vous n'avez pas évoqué, mais par rapport au sujet des grandes régions. Plus la région est grande et davantage le département doit être proche de ses territoires. Alors que sera la relation demain entre les territoires, les agglos, les grandes agglos, les territoires ruraux? Je crains que la ruralité passe un petit peu dans l'oubli aujourd'hui, dans les postures que prend le gouvernement. D'ailleurs, les présidents des départements de France, des régions elles-mêmes et des communes ont indiqué au président de la République, au Premier ministre, qu'il fallait bouger les lignes. Et je vois d'ailleurs dans la nomination d'une ministre de plein exercice, Mme Gourault, chargée des territoires, un signe ou une réponse peut-être du gouvernement et du président de la République sur ce sujet. Nous devons dialoguer davantage avec l'État et avec le gouvernement. Les départements, ils sont d'une modernité extraordinaire parce qu'ils sont sur le quotidien, ils vivent sur le quotidien, faire une route, construire un collège, travailler dans le champ du social. Et encore aujourd'hui, j'étais à la rencontre des personnes handicapées et des personnes à revenus moyens qui ont besoin de se loger, etc. Tous ces sujets sont le quotidien et le quotidien, il est moderne. Il est noble. On va arrêter de se mobiliser sur les grandes cathédrales et on va regarder les petites églises et les petites chapelles. C'est celles où on vit au quotidien. Le département, oui, il a sa place. Les conseillères et conseillers départementaux, ils sont au quotidien à la relation avec les habitants, avec leurs électeurs finalement. Et oui, je pense que nous avons notre mot à dire, et nous l'avons dit d'ailleurs ces dernières années, ces trois premières années du mandat sur des gros chantiers que sont des infrastructures, bien sûr, mais aussi le contrat de plan État-région, des travaux qui vont être faits dans tout le département de Haute-Savoie, dans la vallée de Cluses, dans le Genevois, dans le secteur d'Annecy, avec la Maison de l'Action publique internationale. Sur tous les sujets, le département est présent, il est même présent sur les dossiers dont il n'est pas responsable, sur le ferroviaire, très présent sur le ferroviaire dans le Genevois. On n'a pas parlé du CEVA, etc. Et voilà, il est très présent sur le ferroviaire Annecy-Aix, mais ça, il faudra peut-être une prochaine séance pour le traiter. Deux questions très rapides, deux réponses très très rapides. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire là que vous n'avez pas encore pu faire? Il nous reste à construire deux collèges, un à Vétramontou, l'autre à Valéry, et à en programmer deux autres. Nous commençons à nous inquiéter. Il nous reste à réaliser... les travaux d'infrastructure dans la vallée de l'Arve et dans d'autres secteurs. Il nous reste à poursuivre notre travail de qualité en matière d'insertion sociale. Nous sommes le premier département reconnu pour la réinsertion professionnelle des gens qui sont au RSA aujourd'hui. Et ça, c'est une prouesse. Et puis, un merci aussi aux entreprises. Et puis, il nous restera à garder la place pivot du département dans les solidarités territoriales, l'accompagnement auprès des collectivités dont nous sommes pas peu fiers en Haute-Savoie. Dernière question, qui pour vous succéder, Marcel Sadier ou Nicolas Rubin? Alors, ce sont deux candidatures intéressantes, deux hommes, un qui est à l'intérieur, l'autre qui peut y rentrer. Mais il y a des femmes qui sont aussi à l'intérieur et puis beaucoup d'autres personnes. Mais il y aura des talents, ça j'en suis sûr. Merci beaucoup, Christian Montel, d'être venu sur le plateau. Merci. Merci. Je vous laisse rejoindre la régie. J'accueille maintenant un passionné, après le passionné de la politique, passionné de l'art, Jean-Marc Salomon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes avant tout un collectionneur d'art. Comment ça a commencé, cette passion? Comment vous l'avez développée au fil des années? C'est une grande question. Ça a commencé très tôt. Je pense que depuis l'adolescence, ma belle-mère s'occupait pas mal du cinéma, d'animation. Et dans l'adolescence, j'ai rencontré pas mal d'artistes venir. J'ai vu pas mal d'artistes du cinéma d'animation venir à la maison et puis discuter comme ça entre eux. C'était une époque où les Russes ne pouvaient pas beaucoup, le régime soviétique ne pouvait pas beaucoup venir. Et donc j'ai vu comme ça des gens parler en anglais et en russe. Et puis ils se comprenaient, mais presque comme si l'art était un langage universel. Malgré la barrière de la langue, ils arrivaient à rigoler et à se comprendre. Donc c'est comme ça que petit à petit,
ainsi est née ma passion pour l'art. Évidemment, j'étais condamné à faire des études sérieuses. Donc j'ai fait des études d'architecture et puis j'ai toujours eu cette passion en moi pour l'art. Et une passion que vous avez voulu partager, parce que dès 2001, vous avez créé la Fondation pour l'art contemporain. Ça a été une évidence de partager cette passion? Pour moi, c'était tout de suite une évidence. Cette idée de partage est très importante. Et notamment avec l'art contemporain, qu'on peut penser, pense un petit peu élitiste. Tout de suite, j'ai voulu faire un lieu de présentation des artistes contemporains, mais où le côté pédagogique soit très fort. Donc avec des visites, avec des conférences, donc tout un côté pédagogique pour que les gens comprennent cet art d'aujourd'hui, et finalement qui n'est pas plus compliqué que l'art de la Renaissance. Quand vous pensez une association de Fra Angelico est beaucoup plus compliquée peut-être qu'une œuvre de Jeff Koons. Il suffit juste de l'expliquer, oui, de l'accompagner. Quelques mots. Alors, il y a eu les lieux que les Annéciens et alentours connaissent bien, Alex. Depuis 4 ans, la Fondation Salomon se trouve à la Fabrique, en tout cas son espace d'exposition. Et là, depuis cette année, vous avez vraiment pris en main ce qu'on peut y voir. C'est important d'avoir cet espace justement d'ouverture au public. En plus, là, pour le coup, au cœur de ville, c'est avenue de l'Auverchier à Annecy. Tout à fait. Alors, ce lieu, 34 avenue de l'Auverchier, quelque chose de très sentimental pour moi, puisque c'est la maison natale. C'est dans cette maison que je suis né, et nous avons le lieu d'exposition se situe dans le premier atelier de la Société Salomon. Donc chaque jour, quand je rentre dans ce lieu, j'ai quelque chose d'un petit peu au cœur, donc je suis très très attaché à ce lieu. Et donc dans ce lieu, on continue, on approfondit ce qu'on avait fait à la Fondation Alex, des expositions d'artistes contemporains que nous organisons nous-mêmes la Fondation, des cycles de conférences, 2 cycles de conférences, donc un cycle avec Philippe Piguet qui est un dialogue avec un artiste. Récemment, on a eu un artiste, on va avoir Damien de Roubaix, qui est un artiste assez connu en France maintenant. Donc une très belle conférence. Et puis aussi un cycle qui va commencer l'année prochaine, plutôt de conférences ou de cours, avec Eric Elkaïm. Donc là, on va reprendre un petit peu toute l'histoire de l'art contemporain, justement pour donner des clés de lecture des œuvres d'aujourd'hui. On a aussi un système des amis de la Fondation, à peu près une centaine d'amis de la Fondation. Et avec eux, nous organisons des visites dans les différentes villes. Nous sommes allés l'année dernière à Venise. Là, on revient d'un voyage à Bruxelles pour visiter justement des lieux d'art contemporain. Pas que d'art contemporain. On a visité aussi des lieux, une maison d'art à la résidence Solvay, une très belle maison d'art nouveau. Donc toujours des choses qui ont rapport évidemment avec l'art. Alors pour la Fabrique, vous êtes recentré, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas concentré sur le dessin. C'est un art que vous appréciez particulièrement, je crois. Vous exposez, programmez forcément ce que vous aimez? Tout à fait. Tout à fait, oui, parce que c'est ma passion. Donc, c'est une évidence pour moi d'exposer des artistes qui m'intéressent. Et puis surtout de vouloir faire partager cette passion. Donc là, en ce moment, on a une très belle exposition de Charles Le Yarrick, qui est un artiste qui vit maintenant à Marseille, qui fait plutôt du dessin en accumulation. Donc, ce qui est aussi intéressant dans les artistes d'aujourd'hui, c'est la liberté qu'ils ont par rapport au médium. C'est pas uniquement faire du dessin, c'est pas uniquement prendre un crayon et dessiner. C'est aussi, par exemple, dans le cas de Charles Le Yarrick, de laisser des toiles pourrir, de mettre de l'eau de javel sur de l'encre et puis de regarder un petit peu ce qui se passe à ce moment-là. Donc, pour ça, cette très grande liberté aussi est très, très intéressante. Donc ça, c'est à découvrir en ce moment. C'est en train de découvrir en ce moment à la Fabrique. Du mercredi au samedi. 3 expositions par an. La prochaine exposition d'une jeune artiste au mois de janvier, d'une jeune artiste française, mais qui a surtout une carrière à l'international, très peu montrée en France. Donc c'est aussi ce lieu aussi permet de faire découvrir des artistes qu'on a peu vus, d'apporter un petit peu en regard. Et puis une grande exposition après de Damien de Roubaix qu'on a vu à
à la Maison Rouge et puis qui va inaugurer à la fin du mois de novembre une exposition au musée d'art moderne de Saint-Étienne. Alors toutes ces expositions sont accompagnées par une édition, donc il y aura une espèce de catalogue d'expositions, mais que j'ai voulu plutôt que faire un catalogue avec un critique d'art et un artiste, plutôt de demander à un auteur d'écrire un texte, pas forcément en relation avec l'exposition, mais plus en relation avec le travail de l'artiste. Donc ça, c'est quelque chose que l'on développe avec l'édition Hippocampe de Lyon. Et puis, c'est cette société d'édition Hippocampe. Nous l'aidons aussi grâce à une activité d'aide à l'édition que nous avons à la Fondation. Alors, on a parlé de la fabrique, on va dire un mot sur l'abbaye, qui est à Anne-Sylvieux, puisque vous en avez repris la direction artistique. Ces deux lieux, ces deux ambiances différentes, de volonté de montrer des choses différentes. Oui, un petit peu. Donc la fabrique est plus orientée sur le dessin, évidemment. Et puis l'abbaye, on a répondu à un appel d'offres. Et l'idée qu'il y avait à l'origine, c'était la commune d'Annecy. Maintenant, c'est la commune d'Annecy-le-Vieux. Oui. Maintenant, c'est la commune nouvelle d'Annecy. Les choses sont un peu compliquées. Et donc l'idée, c'était aussi de proposer un fil rouge. Et c'est aussi d'inscrire ce lieu de l'abbaye dans son territoire. Donc de proposer, par exemple, des cycles d'exposition. Et donc là, on présente un cycle de 3 expositions sur le baroque. Le baroque qui est le mouvement d'art le plus connu dans l'histoire de la Haute-Savoie. On pense au chemin du baroque. Et donc, c'est comment montrer comment des artistes d'aujourd'hui s'emparent de ce concept du baroque, cette idée du baroque, et comment ils vont travailler toujours avec ces mêmes idées que les artistes du XVIe siècle, comme ça, des problématiques qui sont presque des invariants au niveau de l'histoire de l'art. Et là, on a une très belle exposition d'un peintre de Neuchâtel, Thil Rabu, avec une peinture presque hyper réaliste. Et notamment, j'engage les téléspectateurs à venir voir cette exposition, puisqu'ils seront accueillis par un Mickey qui est adorable, mais qui fait très peur. Et en plus, le lieu de l'abbaye est Le lieu de l'abbaye est extraordinaire. Et chaque fois qu'on demande à des artistes parce que notre difficulté aussi, c'est de pouvoir faire dans les artistes internationaux ou même nationaux, de les faire venir sur Annecy. Donc, dès qu'ils voient ce lieu, ils sont vraiment enchantés. Alors la prochaine exposition, pareil, au mois de décembre, ce sera une exposition avec un peintre et puis un sculpteur, Eric Trenkwalder, un sculpteur autrichien, et puis Daniel Schlier, qui est un peintre français, qui est notamment enseignant aux Beaux-Arts de Paris. Eh ben, merci beaucoup. On peut retrouver toutes les dates, toutes les infos pratiques. Voilà, sur et puis j'espère que vous allez me réinviter parce que j'ai encore plaisir. des tas de choses à vous dire et à partager avec vous. J'avais encore d'autres questions, mais le temps tourne, donc c'est avec plaisir qu'on vous retrouve sur le plateau. Merci beaucoup. Au revoir. On va terminer avec une initiative Pop-Up Minute. Je reçois son créateur, Jim Himet, qui n'arrive pas les mains vides, et on va vite comprendre pourquoi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la semaine dernière, vous avez lancé, ça a tout juste une semaine, un nouveau concept. Un panier repas, donc c'est ce que vous avez amené là, à récupérer sur la route du travail, juste avant d'aller travailler le matin. Comment vous avez eu l'idée, déjà, avant d'ouvrir cette petite boîte ? En fait, moi, j'aimais bien acheter mes repas, des fois le matin tôt, quand je savais que j'allais avoir une grosse journée de travail, et que le midi, généralement, on fait un peu sauter la pause déjeuner. Il n'y avait pas beaucoup d'offres, en fait, je trouvais. Et du coup, moi, c'est une reconversion professionnelle, et j'étais attiré par le monde de la restauration et je me suis dit, il y a peut-être un filon là-dedans. Et j'ai une copine qui est frontalière qui me disait, moi je mange pas très bien, etc. Je suis sûr que tu pourrais nous livrer. Puis moi j'ai eu l'idée d'un drive en allant au travail. Pour que ça sur l'axe Annecy-Nord, c'est vrai qu'il y a un mouvement vraiment très très grand. Et du coup, pendant 2 nuits, j'en ai pas dormi. C'était vraiment bizarre comme sensation, une sorte de déclic. J'écrivais toutes mes idées. Et du coup, après, j'ai bossé dessus pendant 1 an et demi de préparation quand même, par contre. Ah oui, donc il a fallu pas mal de temps. Puis après, pour vraiment structurer le projet. Et puis, je me suis formé un peu en cuisine aussi entre-temps. Enfin, voilà. Parce que du coup, qu'est-ce qu'on trouve dedans ? Il y a deux possibilités, froid ou chaud. Oui. Ce sont des produits dans l'idéal locaux, etc. Je les pose là, c'est ça ? C'est ça. Donc il y a une popote à réchauffer
au micro-ondes. Donc là, c'est une poêlée de pâtisson, lardes, champignons et riz romarin. Voilà, donc ça, c'est ce qui va être livré demain matin entre 6h et 9h. D'accord. Donc au Donc, à Popoteur Saint-Martin. et Popoteuse, à Saint-Martin-Bellevue, à côté du rond-point, enfin à côté de la barrière de péage et du parking Grelet. Oui. Et donc demain matin, c'est poêlée de pâtisson lardé avec des boulettes de riz façon arancini au romarin, paprika. Donc là, il n'y a plus qu'à réchauffer. Voilà, on réchauffe 2 minutes au micro-ondes. Après, on a une popote froide chaque jour aussi. Donc là, demain, Donc là, c'est salade de lentilles, œufs fermiers et râpé de butternut. râpé de butternut, un œuf fermier cuit à 65 degrés. Et puis, un petit dessert du jour. Donc là, c'est un éclair gourmand pomme-poire avec des baies de Merci. Guijo. Et donc, du coup, c'est vraiment chaque jour un menu différent, fait avec des produits de saison, des produits frais, du fait maison et en priorité des produits locaux. Et du coup, qui cuisine? Alors, je suis en partenariat avec l'Auberge du Pelou, donc c'est un partenariat éco-responsable, on va dire, parce qu'ils sont à 1 km de la zone de drive. Ils ont déjà tout l'équipement, l'équipe, les compétences et le talent. Moi, j'avais fait un stage de cuisine là-bas chez eux, on s'est bien entendu. Et du coup, on conçoit les menus ensemble. Et eux produisent, moi je dresse, je conditionne et je distribue voilà, les popotes tous les matins. Alors du mardi au vendredi, pardon. Du mardi au vendredi. Donc il faut commander la veille pour pouvoir récupérer son panier le matin. C'est ça, avant 14h la veille. Donc là pour demain matin c'est trop tard, par voilà. contre pour jeudi matin c'est bon. Oui, et il y a des gens qui réservent une semaine à l'avance en fait. C'est assez fou parce que il y a des gens organisés. Ouais, c'est ça, le concept, il a eu l'innovateur, c'est que on n'a pas trop l'habitude de réserver autant à l'avance pour son repas. Et c'est un peu le pari de Popote Minute, quoi. Vous avez été triple lauréat en 2018. Donc le réseau Entreprendre Haute-Savoie, France Active et le concours des entrepreneurs créatifs organisé par la Maison de l'économie. L'idée, c'est tout ça, ça a dû un petit peu vous pousser à continuer. L'étape d'après, c'est quoi? Là, vous êtes entre, qu'est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure, entre 10 et 15 paniers par jour. Donc c'est vraiment d'installer ce fonctionnement-là? C'est ça, c'est d'avoir été triplement lauréat, c'est surtout de m'aider à créer. Parce que c'est pas toujours très évident de créer, donc ça m'a facilité l'accès aux prêts bancaires aussi. Et déjà, je veux que le concept marche, qu'il plaise et que les gens gagnent du temps avec cette solution et qu'ils mangent bien et raisonné et équilibré, parce qu'il y a une nutritionniste aussi qui conçoit les repas avec nous et le choix des boissons. Et du coup, après, on verra les étapes d'après. J'ai plein d'idées, mais voilà, d'abord, il faut déjà que ça performe ce drive. Pour le moment, là, depuis une semaine, comment ça se passe? C'est génial parce que enfin, j'y suis et du coup, j'ai un retour en direct des gens. Les gens sont très sympas le matin en allant au travail. Ils sont contents de récupérer leur popote. On a des bons retours. Voilà, il y a même des gens qui commandent de nouveau. Donc ça, c'est le plus important, c'est que c'est plus, donc une première fois. Voilà, donc ça se passe Le bien. prix, on n'a pas parlé du prix. Alors le prix, donc le plat à réchauffer, il est à 10,90 €. La salade du jour, elle est à 7,50 €, mais c'est un plat en lui-même. Et le dessert à 3,50 €. Et ben voilà, et on trouve toutes les infos et on peut commander sur le site. popote-minute.fr. Et ben voilà, on a toutes les infos. Merci beaucoup, Timmy, d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Merci. Longue vie à Popote Minute, du coup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. J'allais dire, il est bientôt 18h30 parce que c'est ce que j'avais écrit sur ma petite feuille. En vrai, on a un peu dépassé les temps. Seb, rapide rappel des titres. On va commencer avec le collectif Solidarité Migrants. Oui, ce collectif qui vient en aide aux jeunes mineurs isolés en Haute-Savoie à Annecy. L'hébergement, de la nourriture, des vêtements. Donc on verra un reportage de Jean-Paul Crespi. Et puis une expo photo. Un reportage signé Victoria Lopez sur une expo photo du côté de Kej, un parcours photo plus précisément, sur des sites hydroélectriques. C'est original. Merci Seb, à tout de suite pour le JT. Ne bougez pas. Dans quelques minutes, on se retrouve donc pour l'actu en Savoie-Mont-Blanc. À tout de suite.